En septembre 1932, le ministère de l'Air britannique émet un appel d'offres pour la fabrication d'un bombardier d'urne expérimental, un bimoteur aux capacités accrues par rapport à celles de ses prédécesseurs. Les constructeurs soumettent plusieurs modèles potentiels conformes aux demandes spécifiques du gouvernement. Handley Page soumet le HP-52 Hampden. Vickers répond à l'appel en proposant le concept prôné par l'un de ses éminents ingénieurs, Barnes Wallis. Wallis était le concepteur de la structure du dirigeable R-100 pour le compte d'une filiale de la Vickers, la Airship Guarantee Company. Wallis était l'un des pionniers de la méthode construction dite en nid d'abeille. Des lattes métalliques s'entrecroisant pour former une sorte de treillage, une structure qui se révèle des plus robustes. À l'époque où le ministère de l'Air émet son appel d'offres, Wallis se voit rejoint par un autre ingénieur de réputation solide, Rex Pearson. Ensemble, les deux ingénieurs produisent le tout premier bombardier à fuselage en nid d'abeille, le Vickers Wellesley. Le Wellesley, bombardier biplace de moins de 3 tonnes, était un petit appareil. Mais le caractère novateur de sa structure en nid d'abeille permet d'envisager la conception d'appareils plus lourds. Norman Burrer était l'un des collaborateurs de Barnes Wallis dans la conception du Wellington. Le fait de travailler avec Barnes Wallis, c'est une expérience profondément formatrice. Il était d'un caractère difficile, mais il savait pertinemment ce qu'il faisait. C'était un ingénieur hors pair. À ce moment-là, on recherchait la perfection. S'il n'était pas ingénieur en chef, il répondait aux ordres de M. Pearson. Mais Barnes Wallis était bien la personne à l'origine de tout ce qui avait trait à la conception structurelle de l'avion. Il était impliqué dans la conception d'aérostats depuis plusieurs années. Il savait très bien ce qu'il faisait. Ses intérêts recouvraient une quantité de sujets autres que l'aéronautique. Il avait de nombreux passe-temps. Il dessinait. Il était très doué pour le dessin. Et on peut dire que c'était, outre un technicien, un artiste très complet. Afin de répondre au cahier des charges émis par le ministère, Vickers proposa un appareil monoplan dont la structure reposait intégralement sur le concept en nid d'abeille. On l'avait baptisé modèle 271. Le ministère ne cacha pas son intérêt envers le modèle et commandita la fabrication d'un prototype. Le fuselage du nouvel appareil était recouvert de toile. L'ensemble devait comporter un train d'atterrissage rétractable et être propulsé par les tout récents moteurs Rolls-Royce Goshawk à système de refroidissement liquide. Mais à mesure que les travaux avancent sur le prototype, on découvre que les moteurs n'ont pas la puissance nécessaire et sont vite remplacés par des moteurs radio Bristol Pegasus à refroidissement par air. Le prototype décolle de la base aérienne de Brooklands dans son baptême de l'air en juin 1936. Aux commandes se trouve installé J. Summers, pilote d'essai attitré de la société Vickers. Peu après le premier vol, le modèle apparaît à la présentation des appareils de la RAF à Hendon, où il attire immédiatement l'attention. À la suite d'une série d'essais officiels, le ministère de l'Air passe la commande de 180 appareils identiques à Vickers. Ces appareils devaient être fabriqués selon une série de critères de production développés à la suite de l'analyse du prototype. Des changements radicaux devaient intervenir dans la conception du fuselage et la structure du train d'atterrissage. En décembre 1937, après maints perfectionnements, le Wellington Mark I effectue son vol inaugural. La production en chaîne débute dans l'usine Vickers, à Weybridge, où l'on s'est fixé comme incroyable défi de produire un avion par jour. Mais bientôt, cet objectif est dépassé, de par la nécessité de pourvoir non seulement à la commande d'origine, mais également aux commandes additionnelles de la part du ministère de l'Air. 2 nouvelles usines sont construites à Chester, à Blackpool. Ces 2 nouvelles usines permettent d'accroître la productivité pour fournir jusqu'à 180 appareils par mois. Au plus fort de la production, les 3 usines parviennent à fournir un nombre total de 300 appareils en un seul mois. À mesure que la production se poursuit, d'autres modifications interviennent sur l'appareil pour en améliorer les performances et l'efficacité. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, les variantes apportées au Wellington entraîneront la multiplication des versions de l'appareil du Mark I au Mark X. Les ingénieurs se tournent vers des moteurs aux performances accrues de 850 à 1600 chevaux.
Et en plus des moteurs Bristol Pegasus, les ingénieurs choisissent de recourir au Bristol Hercule et au Merlin de Rolls-Royce. Ces changements apportés au châssis en nid d'abeille de l'appareil permettent, à plus ou moins court terme, au Wellington d'emporter une charge d'armement supérieure. Les Wellington employés au cours de la guerre étaient 2 fois plus lourds que le prototype d'origine, mais ils pouvaient embarquer plus de bombes qu'il l'avait été initialement prévu. Le Wellington emportait dans ses flancs un équipage de 6 personnes et pouvait en pleine charge de carburant monter jusqu'à 15 000 pieds en bénéficiant d'une autonomie de 4 800 km. Chargé de 2 tonnes de bombes, l'appareil pouvait même monter jusqu'à 18 000 pieds. En complément des tourelles à double canon actionnées électriquement, situées dans le nez et la queue de l'appareil, la première version du Wellington disposait d'un 3e double canon situé sous le ventre de l'appareil. L'équipage était constitué d'un pilote, d'un navigateur opérateur radio, de 2 canonniers et d'un bombardier. La RAF intègre le Wellington à l'escadron de bombardier numéro 99 à Mildenhall en octobre 1938. À l'éclatement de la guerre l'année suivante, les équipages sont rodés à l'appareil et la RAF dispose de 6 escadrilles complètes prêtes au combat en première ligne. Lorsque j'ai vu le Wellington pour la première fois, il m'est tout de suite apparu comme un avion d'avant-guerre. Il avait été fabriqué avec un certain accent sur la qualité. Le siège du pilote était d'un cuir teint en verre magnifique. On n'avait jamais vu de siège aussi confortable, c'était extraordinaire. C'était un petit objet de luxe auquel je me suis vite attaché. J'ai volé entre 1200 et 1300 heures dessus, ça crée des liens. C'est un fait reconnu, l'avion sur lequel vous passez le plus grand nombre d'heures est votre avion préféré en général. 24 heures après le début des hostilités, le Wellington part au feu. 29 appareils anglais prennent leur envol avec pour objectif des navires allemands. 15 Blenheim de l'escadron numéro 2 se déploient au-dessus de Wilhelmshaven pour attaquer le vaisseau allemand Amiral Scheer. Au même moment, 14 Wellington de l'escadron numéro 3 montent une attaque des vaisseaux de guerre Scharnhorst et Gneisenau. Le jour de l'entrée en guerre, le 3 septembre 1939, le moins que l'on puisse dire, c'est que personne d'entre nous n'était véritablement entraîné au combat. Il se trouve que j'avais malgré tout quelques heures de vol derrière moi et que je faisais partie d'un équipage constitué au préalable en tant que canonnier. Je pouvais donc servir dans mon rôle. Mais nous n'étions pas vraiment prêts. Après tout, c'était le premier jour de la guerre et on ne connaissait pas les conditions de combat. Ce qui ne nous a pas empêchés de faire une sortie sur le Scharnhorst. On l'a atteint, de plusieurs coups d'ailleurs, mais pas assez efficace car il nous a fallu revenir peu de temps plus tard pour finir ce que nous avions commencé. 2 Wellington et 5 Blenheim sont abattus lors de ce premier raid mené au petit matin. Mais bien que certaines bombes aient atteint leur cible, la majorité des projectiles n'explosa pas. 5 jours plus tard, le 18 décembre, un groupe de 24 Wellington décolle pour une mission de reconnaissance sans escorte au-dessus de Wilhelmshaven et les routes autour de Schilling. Prévenus par leurs observateurs de l'approche des appareils anglais, la Luftwaffe se tient prête à les recevoir. Les chasseurs allemands interceptent les appareils anglais et frappent avec force. Ils attaquent en surplomb de l'escadrille des Wellington qui se retrouvent impuissants, la défense constituée par leurs canons ventraux se révélant totalement inutile. 10 des appareils sont abattus et des 14 qui retournent en Angleterre, 3 autres sont sévèrement atteints. C'était une tentative assez vaine, car les Allemands avaient pu nous voir arriver. Ils anticipaient notre venue et physiquement, ils ont pu nous voir arriver de loin grâce à une météo idyllique ce jour-là. Et les Messerschmitt contre les Wellington, c'est une situation sans issue pour les bombardiers. Je crois me souvenir que plus de la moitié des Wellington fut abattue.
Ce qui finit par convaincre le ministère de l'Air que l'on ne pouvait pas se mesurer à armes égales avec les chasseurs. Mais ils continuèrent quand même d'essayer. Et quand j'ai été libéré de mon camp en Allemagne, en 1945, j'ai retrouvé mon capitaine, qui était devenu alors Air Marshal, et qui m'a dit « Vous avez cru que nous étions fous de vous envoyer au combat sans escorte ?» Et j'ai répondu que oui, à quoi il ajoutait « Nous voulions juste vérifier quelque chose. » Vickers a fabriqué des tourelles sur le Mark 1A et qui ont rapidement été remplacées. À l'origine, le Wellington était équipé de 2 tourelles, une à l'avant et une à l'arrière, équipées toutes deux de double canon 303 Browning et d'une tourelle sous le ventre de l'appareil. Telle était la puissance de feu d'origine. Mais rapidement, les chefs d'escadrille se sont rendus compte de l'inefficacité de cette tourelle ventrale placée sur le Mark 1A. Cette tourelle ventrale manquait d'amplitude et de rayon, et donc rendait le travail du canonnier trop difficile. Elle pesait en outre 750 kg, ce qui était une surcharge pondérale réellement trop importante. Ils ont finalement décidé de l'éliminer. À partir de là, les idées se sont multipliées pour compenser la perte de cette tourelle. À l'initiative des mécaniciens et des ingénieurs sur les bases elles-mêmes, on a pensé à fixer un canon dans un des dômes au centre du fuselage. Mais l'importance du calibre du canon n'était pas compatible avec la configuration un peu spécifique du fuselage. On s'est alors contenté de placer 2 mitrailleuses sur les flancs de l'appareil, à peu près à la hauteur où la tourelle se trouvait sur le modèle précédent. On a d'abord eu recours à une mitrailleuse actionnée par un compresseur. La mitrailleuse contenait 2 chargeurs, mais là aussi, l'ensemble a été remplacé par des mitrailleuses Browning. La carrière du Wellington connaît un moment décisif en 1940. En mars de cette année, le ministère de la Guerre émet une directive levant l'interdiction de bombarder des cibles terrestres. Le Wellington était désormais à même d'opérer de nuit. C'était la fonction à laquelle il était destiné, et il allait s'y révéler dans toute son efficacité. Les premières missions nocturnes, baptisées Red's Nickel, consistaient simplement en des largages au-dessus de l'Allemagne de tracts de propagande destinés à la population. Pour les équipages, il s'agit en même temps du perfectionnement de leur entraînement en vol nocturne. Les raids de bombardement débutent au printemps de l'année 1940 avec l'attaque de bases aériennes allemandes et d'entrepôts en Hollande et au Danemark. En mai, le commandement ordonne le bombardement offensif du territoire allemand. 100 bombardiers, dont 40 Wellington, bombardent la zone industrielle de la Ruhr. En juin, les Wellington prennent part à une attaque des positions allemandes à Dunkerque et à la déclaration de guerre par l'Italie. Le 10 du même mois, ils mènent une brève campagne sur des objectifs industriels italiens. Vers la fin du mois d'août, au point culminant de la bataille d'Angleterre, la Luftwaffe change de stratégie pour s'en prendre directement à la ville de Londres. La RAF réplique immédiatement. Le 25 août, 17 Wellington s'envolent pour bombarder Berlin. C'est la première attaque de la RAF contre la capitale allemande. Au cours de la bataille d'Angleterre, la menace qui planait était que les Allemands parviennent à détruire les relais radio, relais qui subissaient le feu de façon régulière. Ce qui tint les Allemands à l'écart des relais fut tout simplement le bombardement de Londres. C'est un concours de circonstances que Churchill a à la fois vu comme une tragédie, mais aussi comme une occasion rêvée de déployer l'effort maximum en préparation de l'attaque sur Berlin. Je suis arrivé sans connaître mon équipage, et quand j'ai posé les yeux sur eux, je les ai trouvés dans un état lamentable.
Ils avaient tous une mine encore plus terrible que la mienne. Je leur ai alors dit, « Vénard, vous allez devoir m'emmener à Berlin. Vous parlez d'une chance. » Ils étaient jeunes et sans expérience. J'ai alors attiré le pilote à l'écart pour lui demander, « Vous ne trouvez pas que l'équipage est un peu jeune ?» Ce à quoi il m'a répondu, « Je sais, le plus jeune a 17 ans. » J'ai alors dit, « Mais vous êtes plus âgé. » « Ah oui, j'ai 19 ans. »« Et vous avez beaucoup d'heures de vol ?»« Oui, 250 sur plusieurs types d'appareils. » J'ai eu comme un haut le cœur en entendant ça, alors que j'avais déjà moi-même totalisé plus de 1000 heures de vol. Nous sommes donc partis pour Berlin et tout s'est relativement bien passé. Nous avons atteint le territoire allemand. Il faut quand même garder à l'esprit que toute l'Europe était sous la coupe de Hitler. Et au milieu de toute cette étendue, voilà notre petit avion, perdu comme une mouche au milieu de la soupe. On a lâché des bombes éclairantes, nous, ces gamins, au beau milieu du ciel, qui ne savaient même pas où ils avaient jeté leurs bombes. Nous avons touché la ville, mais l'endroit précis nous est resté inconnu. Et puis nous avons fait demi-tour pour rentrer à la base. 5 appareils sont perdus au-dessus de Berlin. Et bien que les dommages subis par la ville aient été moindres, le coup porté au moral allemand était considérable. Outre leur participation dans les offensives stratégiques, les Wellington jouent un rôle important dans de nombreux raids à l'encontre des forces d'invasion allemandes qui se massent dans les ports de la Manche. Les bombardiers effectuent de jour comme de nuit un inlassable pilonnage des barges et des vaisseaux d'approvisionnement. Au cours du même mois, les Wellington de l'escadron 70 sont les premiers appareils de la RAF affectés au combat au Moyen-Orient. Par ailleurs, les escadrons 37 et 38 furent envoyés en Égypte pour prêter leur puissance de feu à la lutte contre les forces italiennes. L'escadron 70 mène la première attaque contre Benghazi et en quelques mois, les Wimpees, comme on a désormais pris l'habitude de les surnommer, réussissent à repousser les Italiens de l'autre côté de la frontière égyptienne. Ils prennent aussi part à la campagne de Grèce face à l'Africa Corps de Rommel. À l'époque de la bataille d'El Alamein, 6 escadrons complets de Wellington sont en activité dans le désert. Nous étions basés autour du canal, mais nous rejoignions régulièrement des bases avancées qui se trouvaient à 800 km à l'ouest de Suez, par-delà le delta du Nil en direction du désert. Ces bases avancées étaient considérablement ravitaillées en bombes et en carburant. C'est là que nous procédions à notre ravitaillement pour nous envoler le soir, même vers Benghazi, ou Dieu sait où encore. Nous prenions donc les airs pour rejoindre ces bases vers 10 ou 11 heures du matin, dans des appareils qui, bien sûr, n'étaient pas à l'époque équipés de climatisation. Et la chaleur était réellement infernale. On ne pouvait poser la main sur une pièce métallique sans se brûler. C'est incroyable de voir à quelle variation de température ces avions étaient soumis à l'époque. Le Wellington apparaît dans plusieurs films de propagande alliés, le plus significatif d'entre eux étant Target for Tonight, ou La cible de ce soir. L'histoire d'un raid au-dessus de l'Allemagne, comme tant d'autres, détaillée depuis l'élaboration du plan d'attaque jusqu'au débriefing suivant le raid. Bien qu'il s'agisse d'un escadron fictif s'envolant d'une base tout aussi fictive, le film était interprété par un véritable équipage de Wellington, issu du 149e escadron. Alors que le Wellington s'illustre dans ses missions, au cours de la seule année 1940, Vickers produit 140 appareils par mois.
Go and get an ambulance, will you? The operator's copped it. Come in, Dixon. I hear you made a nice landing. I hope we haven't kept you waiting, sir. Good Lord, no. Come and sit down. Well, how'd you get on? Well, we did a low-level attack. We were over the target at 23:45. Bombs were dropped at 23:53. The first 4 bombs, I'm afraid, fell short of the target, but the last one was a direct hit. Yes, And that was the big one. Yes, there was a smasher right onto it. Caused a hell of a great big fire. Buckets of smoke. Visible, 50 miles away. Near 90, I should say. What colour? Dullish red with black smoke. It sounds like oil, all right. I'm afraid I didn't see very much. I was rather busy at the time. Right. Well, that seems to be all. Good show. Good night. Good night. Group intelligence, please. Intelligence Militant speaking. Tonight's operations. The objective was reached and heavily bombed. Large fires and explosions were seen. All our aircraft returned. I'll send you details in the morning. Good night. Well, old boy, how about some bacon and eggs? This is a bomber factory in Britain. The workers have arranged with their management and their joint production committee to build a bomber in the record time of 30 hours. And they asked Un autre film est tourné au profit du secrétariat d'État à l'information pour illustrer la nécessité de doubler la productivité. Dans Workers Weekend, une équipe d'ouvriers de l'une des 3 usines Vickers se fixe le défi de construire un bombardier totalement opérationnel en moins de 30 heures. Le texte lu par un officier de la Royal Canadian Air Force démontre au public l'efficacité de la structure en nid d'abeille. L'opération débute à 9 h du matin et doit durer la majeure partie du week-end. On commence par apporter 2 pièces du fuselage dans ce hangar. L'objectif premier de ce film est de montrer le rôle d'une équipe dans la productivité d'une usine vouée à l'effort de guerre. Mais il s'agit aussi d'un appel à volontaires pour soutenir l'effort de guerre. De très nombreuses femmes y répondront pour compenser la mobilisation sur le front de la majorité de la main-d'œuvre masculine. Le fuselage est assemblé en éléments distincts par autant de sous-groupes indépendants travaillant simultanément. On combine ensuite des éléments réalisés dans des ateliers voués à des tâches tout aussi spécifiques. Quel que soit le stade de l'assemblage, les équipes travaillent dans un seul et même objectif. Après quelques minutes, on peut déjà avoir une idée de la taille qu'aura le bombardier achevé, soit une vingtaine de mètres de longueur. Parmi les ouvrières, on trouve des femmes issues de toutes les catégories sociales, occupant au préalable toutes sortes d'activités. Le message est que dans la nécessité, la porte est ouverte à tous et à toutes. Dans chacun des ateliers, des superviseurs inspectent chaque stade de la fabrication pour garantir le rendement sans que l'éventualité d'un défaut à corriger ne retarde les autres phases. Dans le cas présent, les équipes sont considérablement avancées dans leurs tâches, 1 heure seulement après le début des opérations. En parallèle, on assemble les systèmes opérationnels et l'équipement tel le radiateur du cockpit. À l'assemblage principal, on ajuste déjà le plancher en bois au fuselage. Chaque élément s'assemble à la perfection, dénotant la précision du travail accompli de part et d'autre, malgré l'impératif de vitesse. L'encadrement de la cloison du cockpit est ajusté, suivi de près par le siège du pilote, le manche à balai et le plancher d'une seule pièce. Les équipes œuvrent depuis 1 heure et 17 minutes.
En remplaçant les hommes absents dans les usines, les femmes n'accomplissaient pas seulement ce qu'elles estimaient être leur devoir. Le film vise à montrer la parité devant ce travail. Pour certaines femmes, en Angleterre comme aux États-Unis, c'était une occasion inespérée de se réaliser en entrant dans la vie active à des postes jusque-là réservés aux hommes. Si à la fin de la guerre, nombre d'entre ces femmes rendirent leur place, l'effort de guerre aura ainsi contribué à changer à jamais le monde du travail. À 10h27, sur l'ordre du contremaître, l'équipe chargée de la mise en place de toute l'installation électrique pénètre dans la carcasse munie de son outillage. Face aux impératifs de temps, l'équipe se voit accrue de plusieurs personnes accomplissant un travail nécessitant de la précision en temps normal, qui se double en l'occurrence d'une rigoureuse coordination. Les gestes se doivent d'être rapides, efficaces, pour ne rien entraver du processus. Ici encore, la responsabilité des superviseurs au sein de cette véritable fourmilière est de veiller à ce que rien ne soit bâclé et que rien ne compromette l'intégrité de l'appareil. De cette masse grouillante et de cette confusion sort bientôt le fuselage en passe d'être achevé. À 13h45, le fuselage est amené depuis l'atelier vers la section où l'intégralité de la surface de l'appareil sera recouverte de toile. Une fois de plus, la tâche accomplie ici requiert une précision sans faille. Un faux mouvement de la part de ces couturières peut entraîner la casse d'une aiguille contre l'infrastructure métallique, entraînant plusieurs minutes de retard. La toile est fixée à l'infrastructure par 8000 petits boulons. Les coutures contribuent à raffermir l'ensemble à raison de 8 points de couture tous les 2,5 cm. L'aspect répétitif de la tâche est compensé par le nombre d'ouvrières au travail. Avec la même minutie, on tend la toile sur la structure géodésique du corps de l'avion. La découpe est un instant crucial. Le moindre dérapage constitue un gaspillage de matières premières et nécessite plusieurs minutes de réajustement. Outre leur participation aux travaux de couture, les hommes procèdent à la phase suivante qui consiste à étanchéifier le fuselage par l'application d'un apprêt. L'enduit d'un blanc grisâtre vire à l'ocre rouge au séchage. 9 couches sont nécessaires pour garantir la régularité et l'homogénéité du revêtement, mais la rapidité de séchage fait que l'équipe chargée de cette tâche ne rencontrera aucun retard. Tout comme les pilotes peignent leurs appareils à l'effigie de pin-up ou les décors de motifs empruntés aux dessins animés, les ouvriers ne se privent pas de laisser leur marque sur l'appareil. Depuis un autre atelier situé à l'autre bout du hangar, on amène grâce à une grue un des 2 moteurs Bristol Pegasus que l'on descend pour l'ajuster à sa nacelle. Les œufs, comme on les surnomme également, seront ensuite transmis à la phase suivante d'assemblage. Les mécaniciens assignés à la présente tâche étaient aussi bien stewards sur un bateau de ligne que stylistes dans le cas de cette jeune femme. Le commentaire insiste à l'attention du public sur l'égalité des capacités de chacun, quel que soit leur niveau devant un travail qualifié, le ministère de l'Information espérant ainsi encourager le volontariat de tous horizons. Les éléments achevés au sein des sous-groupes sont acheminés vers une partie centrale du hangar où ils vont être combinés. L'ensemble va peu à peu commencer à prendre forme. Il est 18h15, soit 9h15 après le début de l'opération. Les nacelles sont amenées toujours à la grue et rattachées aux ailes, tout comme l'empennage, dans l'instant qui suit. Chaque partie est traitée là aussi par une équipe distincte. De l'autre côté de l'appareil, on s'apprête à installer la structure métallique destinée à recevoir des bombes. Dans les ailes, on dispose des réservoirs d'essence blindés. Après quoi, la grue soulève les ailes et les amène sur les flancs de l'avion où elles seront fixées définitivement, lui donnant son envergure de 25 mètres. Là où le public est étonné de voir les choses menées à une telle cadence, les équipes ne font qu'appliquer plus de vitesse à leurs opérations routinières. Alors que l'on amène l'hélice gauche, le moment est venu pour la relève. Il n'est que 20h23 samedi soir. Les ouvriers ne manquent pas de faire des paris quant à l'issue du défi fixé. Il leur reste 17h20 avant le délai imparti. Un monte-charge amène la tourelle arrière et on procède aussitôt à son assemblage. L'aisance de la manœuvre constitue le résultat d'un bon travail et de la vérification en amont.
À 22h30, on procède à l'installation des 2 roues du train d'atterrissage d'1,40 m de diamètre et pesant 150 kg chacune. Cette tentative de record est un événement tel pour les employés de l'usine Vickers que certains ouvriers n'hésitent pas à venir contribuer quelques heures de temps à l'effort collectif malgré leur peu de disponibilité. Chaque espace est optimisé pour loger le carburant. Et peu à peu, l'appareil adopte ses attributs de bombardier. Les couleurs et les cocardes sont appliquées en même temps que se déroulent les autres opérations. Car malgré le caractère exceptionnel que revêt la conception de l'avion, celui-ci sera acheminé vers sa base d'affectation sitôt achevé. On procède à quelques contrôles sur certaines portions de l'appareil. À l'horloge de l'usine, il est 3h moins 20 du matin. Un tracteur amène le bombardier vers la zone la plus spacieuse du hangar où auront lieu les ultimes vérifications et les essais moteurs. Une certaine fébrilité parcourt tous les gens présents, un sentiment d'attente rehaussé par la présence de hauts responsables de l'état-major et de la presse. Malgré l'échéance, de nombreux techniciens accompagnent l'avion encore inanimé pour mener à bien les tâches qui leur ont été assignées. Chacun s'emploie à tirer profit de la moindre minute, restant avant le passage au stade ultime de vérification. Des riveteurs aux couturières, des mécaniciens aux ingénieurs, chacun des membres de l'équipe à son niveau attend de voir le résultat de son travail de plusieurs heures. Aux premières lueurs du jour, à 6h15 du matin, soit précisément 21h15 après le lancement du chronomètre, le bombardier se présente complété aux portes du hangar, prêt à sortir. Devant les effectifs au grand complet réunis pour assister au début de leur création, les mécaniciens s'installent aux commandes et procèdent à l'essai décisif, celui des premiers tours des moteurs. Davantage de superviseurs s'affairent autour de l'avion, sans en oublier un seul centimètre carré. Et bien que le chronomètre tourne, un générateur et une des hélices ont besoin de subir un dernier réglage. Et quelques points de couture sont encore nécessaires, ce qui coûte 2 heures additionnelles. Enfin, des moteurs aux circuits électriques en passant par le fuselage, chacun des éléments reçoit le feu vert. L'avion est jugé apte, prêt au décollage. Le jour est à présent bien levé, à 9h moins 10. 23h50 après les premiers assemblages, l'avion roule sur le tarmac adjacent au hangar. De façon indiscutable, le record est bel et bien battu. À cette heure matinale, Gerald Winney, le pilote d'essai de Vickers, qui a assisté la veille aux travaux et même tiré du lit pour procéder au test en vol, lui qui s'attendait à des essais une demi-journée plus tard. Le ministère de l'Information est satisfait.
Walker's Weekend parvient à éveiller les bonnes volontés en établissant aux yeux du public que grâce à l'effort de tous, il est possible de construire un bombardier en 24 heures et 48 minutes. Le même jour, à 19h45, le bombardier s'envole pour sa base d'affectation. En 1941, on emploie des Wellington à des missions de largage de mines et d'autres sont affectés à la défense côtière pour des missions de torpillage. En septembre 1940, un Wellington aux formes étranges prend l'air pour la première fois. Le Mark V, un appareil expérimental, doit subir des tests en vue de la production en masse d'appareils de haute altitude. À 40 000 pieds, le Wellington serait à l'abri des tirs de DCA et des assauts des chasseurs ennemis. Mais bien qu'une version Mark VI ait suivi le Mark V, aucun des deux appareils ne sera à même d'atteindre les altitudes espérées. Incapables de voler à plus de 30 000 pieds, les versions de haute altitude ne seront jamais utilisées dans leur fonction première. L'appareil est aussi appliqué à des missions à l'encontre de sous-marins ennemis et à la reconnaissance en haute mer. En janvier, un cerceau de 14 mètres de diamètre est adapté au fuselage du Wellington pour contrecarrer la nouvelle arme des nazis, la mine maritime magnétique. Le cerceau est rattaché à un moteur électrique, l'ensemble produisant un champ électromagnétique. Si le Wellington vole suffisamment bas, le dispositif est assez puissant pour faire exploser les mines magnétiques. Les Wellington Mark I, équipés ainsi, deviennent connus sous l'immatriculation DWI, qualifiant les appareils munis de dispositifs directionnels autonomes. En 1941, ce dispositif se révèle utile dans le rôle de défense côtière joué par les Wellington. Dans la lutte anti-sous-marin, on développe un procédé nommé lay light ou éclairage lay, destiné à faciliter la localisation nocturne de sous-marins ennemis. Ce puissant faisceau de lumière permettait de détecter un sous-marin à près de 2 km. Un sous-marin pris dans le faisceau risquait de subir un bombardement ou un déferlement de charges de profondeur. Après une série d'essais effectués sur la version Mark I, le procédé reçoit l'approbation de l'état-major et l'escadron 172 devient la première unité de défense côtière équipée du faisceau de Ley. Leur premier sous-marin est repéré dans la nuit du 6 juin 1942. Devant l'impossibilité de rester invisibles, les sous-marins allemands reçoivent pour consigne de rester continuellement en plongée jusqu'à ce qu'il soit inévitable de faire surface. Les sous-marins récupèrent ainsi un peu de leur efficacité et disparaissent à nouveau des regards scrutateurs des Alliés, compliquant la tâche des Wellington. Mais le vent tournera une nouvelle fois lorsque le radar ASV équipera les Mark III dès 1943. Inspiré de la configuration du modèle de radar H2S, le nouveau dispositif dote les Wellington de la possibilité d'effectuer des missions nocturnes de repérage à longue portée. Ce radar permet à partir de cette époque et jusqu'en 1945 de détruire nombre de sous-marins dont les Wellington se sont chargés d'éliminer 26 d'entre eux. En 1941, c'est un Wellington modifié qui lâche la première et désormais légendaire bombe de 2 tonnes dite Blockbuster, la briseuse de murailles. Barnes Willis est à l'origine de la fabrication de la bombe qui est employée pour la première fois dans un raid sur Emden, dans la nuit du 1er avril. Et la même année, le sergent James Ward de la Royal Air Force de Nouvelle-Zélande est le premier pilote de Wellington à se voir décoré de la Victoria Cross. C'était un charmant garçon. Il venait d'être nommé professeur. Il était timide et fut très gêné d'être ainsi honoré. Je me souviens qu'une semaine plus tard,
Je lui ai demandé un autographe pour ma sœur qui les collectionnait. Et cela l'avait profondément embarrassé. Il était pilote en second, sous Dawson, le pilote principal. Ils furent attaqués par un chasseur et un de leurs moteurs, le moteur droit, était en feu. L'avion perdait de l'altitude, le chasseur avait rompu l'engagement et le bombardier revenait à travers la mer du Nord, mais toujours en flammes. Ward a persuadé l'équipage de le laisser tenter une manœuvre incroyable. Il a fait sauter la verrière du dôme supérieur, il s'est attaché avec une corde et en perforant la toile et en se servant de l'infrastructure en nid d'abeille comme d'échelon, sans parachute, parce qu'il n'aurait jamais pu sortir de son orifice avec un parachute sur le dos, il a rampé jusqu'au moteur, sur lequel il a dirigé l'extincteur, mais sans immédiatement éteindre le feu. Mais en tout cas, en le réduisant de façon importante, car le temps qu'il revienne dans le fuselage, le feu était alors presque éteint. L'avion s'est posé loin de la base, mais ils sont tous rentrés sains et saufs. La vitesse en l'air à ce moment-là devait être d'environ 90 nœuds. Et bien que le pilote ait baissé le train d'atterrissage et ouvert les soutes à bombes pour ralentir l'appareil, donc entre 80 et 90 nœuds. S'il avait été soufflé de l'aile à cette vitesse-là, il n'aurait jamais survécu. En 1942, la version Mark III du Wellington est affectée aux escadres de bombardiers. Plus rapide que les versions précédentes, le Mark III devient le bombardier bimoteur attitré de la RAF. À ce point du conflit mondial, les efforts des bombardiers ne semblent avoir qu'un effet limité sur l'état des forces ennemies. La RAF, dont les ressources sont sollicitées simultanément sur plusieurs fronts, se voit contrainte de réduire les effectifs lors de missions au-dessus du territoire allemand. Dispersés sur des zones de plus en plus vastes, les bombardiers paraissent plus isolés et offrent des cibles faciles aux chasseurs de la Luftwaffe. Les pertes sont énormes du côté des bombardiers anglais. Ceux-ci ne parviennent pas à causer des dommages équivalents aux Allemands, mais ce vent de défaite doit bientôt tourner. En février 1942, un nouveau commandant en chef des forces de frappes aériennes est nommé en la personne de Air Marshal Arthur Harris. Bomber Harris, comme il devient rapidement connu, est un ardent défenseur d'une stratégie d'attaque massive, prônant des frappes menées par de tels effectifs que l'ennemi dépassé en serait rendu complètement impuissant. Harris croyait aussi fermement que des frappes au-dessus d'objectifs civils en plein cœur de grandes villes contribueraient à miner le moral du peuple allemand. They are going to reap the whirlwind. When the storm bursts over Germany, they will look back to the days of Lübeck and Rostock and Cologne, as a man caught in the blasts of a hurricane will look back to the gentle zephyrs of last summer. Afin de démontrer l'efficacité de cette stratégie, des plans sont immédiatement dressés, réquisitionnant des effectifs jamais mobilisés jusqu'alors pour atteindre une cible unique. Harris avait pour idée de réunir 1000 bombardiers, battant ainsi le rappel du moindre appareil disponible. Le plan demande des semaines de préparation, mais la nuit du 30 mai 1942, 1046 bombardiers prennent leur envol en direction de la ville de Cologne. Bien que 7 types d'appareils furent utilisés, les Wellington comptaient pour plus de la moitié des effectifs de cette flotte. 599 Wellington, ainsi que des Lancaster, Halifax, Sterlings, Manchester, Hamden et des Whitley attaquent la ville par surprise en 3 vagues successives. Durant 90 minutes, les avions larguent un nombre impressionnant de bombes incendiaires ou explosives. Douglas Lowe était pilote de l'un des premiers Wellington à survoler Cologne. Lorsque les raids furent autorisés, la façon de grossir les effectifs fut d'aller engager les unités encore en formation. Nous étions donc mobilisés dès le stade de l'entraînement. L'un des détails les plus frappants
était que les appareils avaient une autonomie assez poussée et que les moteurs n'avaient pour leur part pas assez d'huile pour tenir la distance. Il y avait donc un réservoir d'huile auxiliaire dans le fuselage. La tâche de l'un des membres d'équipage était alors de pomper l'huile afin d'alimenter les moteurs. Il y avait une pompe que l'on activait à la main dans l'appareil et je vous dispenserai des détails de chansons de corps de garde que cela nous inspirait. Les tirs antiaériens et les balles traçantes faisaient partie alors de notre quotidien. Ce qui nous inspirait le plus de crainte étaient les chasseurs nocturnes. Quand vous voliez en formation vers votre objectif, vous aviez un cap que vous gardiez jusqu'au dernier moment pour tromper au maximum la vigilance de ceux qui vous attendent. Et au dernier moment, vous viriez pour reprendre le cap sur l'objectif réel. Et là, si vous croisiez un ou plusieurs chasseurs, c'était fini. Nous avons été attaqués comme ça 6 ou 7 fois, avec pour seule défense le canonnier à l'arrière, avec ses 2 mitrailleuses Browning. Le seul espoir d'échapper à un chasseur était de faire des acrobaties en l'air pour l'empêcher de tirer au but. C'était une manœuvre assez désespérée parce que certains de ces chasseurs vous trouvaient avec une forme un peu primitive de radar, mais ils avaient donc déjà un certain avantage. Tandis que chez nous, le canonnier n'avait pour instrument de visée que ses 2 yeux. Il voyait déjà à peine à travers une verrière sale, et de plus, il n'avait pas du tout un point de vue optimal. On a corrigé d'ailleurs la configuration de la queue sur les modèles suivants pour remédier à ce problème. Plus de 10 000 incendies sont déclenchés. Et une fois leur raid effectué, à mesure que les avions reprennent la direction de leur base, les lueurs des feux sont encore visibles à 180 km. Cologne est dévastée, certaines zones rayées de la carte, en particulier les complexes industriels intégralement annihilés. Près de 500 civils périssent dans l'attaque et 5000 sont blessés. Les pertes au sein de la flotte sont moindres, 48 appareils sur 1000 ne rentrant pas au bercail. En juin, 48 heures après le raid de Cologne, les Wellington constituent le gros d'une nouvelle flotte qui prend cette fois pour objectif la ville de Essen. Et un 3e raid, le 25 juin, vise la ville de Brême. Le coup porté au moral de la population allemande fait de ces opérations successives un succès sans précédent. De façon encore plus significative d'un point de vue stratégique, les bombardiers se montrent à part entière comme un instrument de frappe vital dans la résolution rapide du conflit. À partir du mois de juillet, on donne tous les moyens nécessaires à l'optimisation des capacités de la flotte de bombardiers. Ces moyens permettent la mise en place d'une planification exhaustive d'une campagne de bombardement en travaillant sur le long terme. La RAF redouble simultanément de missions de largage de tracts au-dessus de l'Allemagne, visant à provoquer la population locale et à accentuer le coup préalablement porté au moral par les frappes armées. Les tracts présentent une mise en garde sur les hostilités encore à venir, accompagnée d'un message des plus provocateurs de la part de Winston Churchill. Avec le temps, les villes, ports et complexes militaro-industriels allemands connaîtront un harcèlement encore jamais vu, sur une durée, une intensité et sévérité systématiques encore jamais avérées. En août, des Wellington, des 109 et 156e escadrons se joignent à la toute nouvelle force aéroportée baptisée Pathfinder, placée sous les ordres du capitaine Don Bennett. Équipée d'instruments de navigation à la pointe de la technique, cette force d'élite est constituée pour affiner encore l'efficacité et la précision des bombardements. Volant en avant-garde de la flotte de bombardiers, les appareils du groupe Pathfinder se chargent de marquer la cible en l'éclairant grâce à des fusées et des balises. Outre son rôle opérationnel, le Wellington est alors appliqué aux essais du nouveau radar G et du tout nouveau système Oboe. Le premier raid escorté par les Pathfinders a lieu le 18 août.
Et avant la fin de l'année 1942, la stratégie a intégralement fait ses preuves. En 1943, l'Angleterre produit un nombre chaque jour exponentiel de bombardiers. Disponibles en grand nombre et dotés d'une capacité de charge accrue, les Halifax et Lancaster prennent peu à peu l'avantage sur les Wellington au sein de la flotte de bombardiers. 9 escadrons anciennement équipés de Wellington se dotent des plus récents quadrimoteurs. Entre janvier et octobre 1943, 12 escadrons additionnels de Wellington opèrent leur conversion vers d'autres types d'appareils. 5 escadrons adoptent des Lancaster et 5 optent pour le Halifax. Et les 2 escadrons restants penchent pour les Sterling. Bien que les Wellington aient continué à servir d'appareil d'entraînement, ils sont démobilisés du combat après un dernier raid le 8 octobre 1943, mené par les escadrons 300 et 432 au-dessus de la ville de Hanovre. Bomb doors open. Bomb doors open. Left, left. Steady. Mais les Wellington restent néanmoins en service, aux Alliés traversant la Manche et progressant à travers l'Europe, un soutien tactique effectuant des missions de reconnaissance sous la bannière de la 2e escadre tactique. Les Wellington restent opérationnels au combat dans le Moyen-Orient jusqu'à la fin de la guerre. En Italie, le Wellington sert de bombardier de première ligne jusqu'en mars 1945. Le jour de l'armistice, les Wellington effectuent une ultime mission anti-sous-marin. Bien que nombre d'entre les Wellington sont reconvertis en avions-école, ils connaissent un rapide déclin, et ce, dès la fin des hostilités. Le dernier Wellington à être construit sortira des usines de Blackpool en octobre 1945.